qu'est-ce qui fait qu'on devient psychanalyste? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on se met dans la position C'était la question de la d'avoir fin à aussi. supporter ça, hein? Ben, c'est que la société en a besoin et qu'il se trouve qu'on est tombé comme ça dans le collimateur de ceux qui ont été marqués par la société de façon inconsciente, à être ceux qui sont capables d'un peu de recul par rapport à ceux de leur temps, avec un peu de recul. Je crois que ce sont des gens capables d'un peu de recul, du fait de leur histoire probablement, de leur compréhension, à retardement de leur histoire, ou du fait de leur histoire. Il y a des gens qui naturellement seraient psychanalystes très facilement s'ils faisaient une analyse. On en rencontre auprès de gens qui sont très tolérants de certains enfants. Ce sont des gens qui sont en ordre, qui sont tolérants des autres parce qu'ils sont humbles avec eux-mêmes et qu'ils sont assez relativement en équilibre dans leur manière de vivre, qu'ils ont été suffisamment appuyés pour vivre et suffisamment respectés pour savoir qu'ils n'ont qu'à se compter sur eux-mêmes et que, étant arrivés à l'âge adulte, qui est dit génital, c'est-à-dire dont le fruit est d'être capable de transférer sur d'autres, si c'était mon enfant, je l'élèverais au mieux pour qu'il devienne libre, qu'il s'autonomise et qu'il puisse se séparer de toute tutelle. C'est ça, éduquer un enfant. Eh bien, ces gens-là, j'admire des gens qui, sans aucune psychanalyse, permettent à un être humain d'être comme il est, en prenant, en laissant et en n'identifiant jamais cet individu à son acte. Un enfant est insupportable. Bon, ils empêchent l'enfant d'être insupportable, ils le grondent d'avoir été insupportable, mais ils ne lui en veulent absolument pas. Ils disent, mais toi, je ne suis pas fâché avec toi, je suis fâché avec ce que tu as fait. Mais il y a des gens qui, naturellement, sont comme ça. Quand tu as écouté des adultes pendant 10 ans, ou pendant même seulement 3, 4 ou 5, et qu'il s'en va, qu'est-ce que tu éprouves, toi, comme analyste? Qu'une joie. De les avoir, les avoir rendus capables de se passer, de venir régulièrement chez quelqu'un dont ils se croyaient compris. Mais ça, je n'ai jamais eu de regret du départ d'un patient. Jamais, jamais. Oui, quand il partait devant une résistance que je pensais qu'il ne pouvait pas assumer, je le lui disais. Je disais, je pense que ce n'est pas terminé, mais que dans ce moment, il y a quelque chose de trop douloureux qui se prépare et que vous êtes obligé de suspendre. D'accord, mais je reste à votre disposition. Mais et pour les enfants aussi, quand je faisais un arrêt que je voulais être définitif, je disais aux parents, je disais à l'enfant, jamais tu ne me reverras plus, c'est fini pour toujours. Alors il était beaucoup, mais nous avons 6 séances encore pour parler de ça. Mais tu arrêteras complètement, on ne se reverra plus jamais. Tu as tes parents, tu n'auras plus jamais besoin de moi comme psychanalyste. Si un jour tu as besoin de parler avec quelqu'un comme tu as parlé avec moi, tu trouveras d'autres personnes, mais moi jamais. Je faisais et je disais aux parents, naturellement, vous, si dans quelque temps vous sentez que votre enfant est en difficulté, vous pouvez me téléphoner, je vous en parlerai. Mais pour lui, je décide que je ne le reverrai pas et presque sûrement, même s'il a des difficultés, c'est pas moi qui le reverra, mais je vous en parlerai si vous voulez m'en parler. Je vous donnerai l'adresse de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très, très important. Ça fait partie vraiment... Mais je crois qu'une femme fait ça très facilement à cause de l'accouchement. Quand elle accouche un enfant, elle ne regrette pas le placenta. Or, c'est par le placenta qu'elle le faisait vivre jusque-là. Et or, si on regrettait un patient qui partait, c'est comme si on avait besoin du placenta. Nous sommes le placenta. Hein, on peut sans le regretter. Le petit A, c'est le placenta. Ouais. Oui, placenta avec le cordon ombilical. Mais on peut sans le regretter éprouver la dépression pas du tout. que laisse... Moi, je te dis ça parce que... Oui. Bon, je suis étonnée, oui, toujours quand je vois les gens. Commenter la... Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'ils n'ont pas compris que la joie du travail, c'est de voir quelqu'un n'avoir plus besoin de vous? Je ne sais pas. Enfin, en effet, je n'ai jamais été en deuil d'un client. Et pourtant, il y en a eu qui ont été assez longuement avec moi ou qui ont remonté des situations très importantes. Mais je n'ai jamais eu non plus l'impression que c'était moi qui les avais guéris. Jamais, jamais. C'est toujours le travail qu'ils ont fait du fait que je me suis prêtée à eux. Mais moi, je savais bien que je n'y étais pour rien. Je savais bien. Et tous les soirs, après la journée qui s'était passée, je savais que j'avais
été le substitut de tellement de gens dont ils imaginaient que je l'étais. Mais moi, j'avais simplement prêté mon attention en oubliant tout ce qui se passait pour moi et en le retrouvant en quittant la... C'est une position mystique un peu proche de la sainteté, quand même. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est d'avoir un désir qui est focalisé dans la direction qu'on a choisie et d'essayer que... Enfin, pas d'essayer même. Il se fait qu'on est fait pour ça. Enfin, qui fait l'ange fait la bête. Et celui qui est l'ange, il ne fait pas l'ange, il l'est. Celui qui est le psychanalyste, il ne peut pas faire autrement. Il a été formé par ses maîtres et par ses études et par son désir. Moi, il faut dire que j'ai pas choisi d'être psychanalyste. Je ne voulais pas être psychanalyste et j'ai résisté comme un Boya. Je croyais que jamais je m'y ferais de rester assise toute la journée. Et pour moi, ça me semblait abominable parce que je suis motrice et que j'ai besoin. Je te dirais que les premiers cas, j'étais obligée de faire le tour du pâté de maison à l'époque où il n'y avait pas de jogging. Je faisais semblant d'être très pressée et je courais autour de la maison pour me remettre à d'intégrum. C'est très curieux. Ensuite, un beau jour, j'ai compris qu'en scandant des alexandrins, et vraiment, en les scandant, dans le rythme musical, parce que je pouvais mettre un disque aussi, surtout un disque de Bach, ça me remettait en d'intégrum. Mais le suivant, il entendait que je faisais la musique de Bach au lieu de le prendre. C'était difficile. Alors, faire un tour, aller faire une course, oui, il pouvait attendre, je fais une course, je revenais. Mais si je lisais à voix basse, pour moi, du Racine, surtout Racine est tout à fait dans mes rythmes, et bien alors, j'étais remise en état après une page de Racine, tout à fait. J'étais capable, très tranquillement, de nouveau, d'écouter quelqu'un. Le fait de s'intéresser à quelqu'un pour le narcissisme est tellement gratifiant que je crois qu'on peut arriver à conserver quelqu'un en suivi, comme ils disent maintenant. On ne sait pas ce que c'est, mais ça fait rien. On fait un suivi avec quelqu'un. Pourquoi pas? Tout est psychothérapie. Mais la psychanalyse, ce n'est pas une psychothérapie. C'est une méthode très particulière. Comment tu fais la différence peut faire un effet psychothérapeutique et ce qui est proprement psychothérapique? Ce qui est proprement psychothérapique, ça a un but de faire disparaître le symptôme. Ce qui est psychanalytique, c'est de comprendre un être humain qui se trouve avoir des symptômes, ce n'est pas ce symptôme que l'on vise. S'il souffre de ce symptôme, il se trouve que plus il se comprendra dans sa relation aux autres, probablement ce symptôme disparaîtra du fait que l'énergie qui y est employée va être employée dans une communication plus gratifiante et qui n'aura pas besoin d'être fixée sur une partie de son corps qui souffre, puisque ce symptôme en est une preuve, ou qui n'est pas disponible dans le langage, puisqu'il répète toujours la même chose. Un symptôme, ça fixe quelqu'un dans un type d'échange, que ce soit des échanges avec le monde cosmique, comme les symptômes digestifs, que ce soit des échanges avec la société, comme des tics, ou des symptômes où la parole, le bégaiement, ces choses-là, ou des hémiplégies hystériques, ou des cécités psychogènes, ou des acousies, des hypoacousies ou des hyperacousies qui gênent la communication avec autrui. Tu vois, ça, c'est des symptômes. Bon, mais on ne cherche pas, on ne vise pas la disparition du symptôme. On vise à comprendre la personnalité tout entière dans sa relation à elle-même et au monde. Et où y a-t-il suffisamment de gratification pour que la communication avec les autres et avec soi-même ne soit pas tellement conflictuelle que l'angoisse surmonte, surnage et empêche le libre jeu de la communication. La psychanalyse, c'est de comprendre les processus qui se passent entre quelqu'un qui parle et qu'on écoute. Et donc, à travers ce qu'il dit, de ce qu'il perçoit de son analyste, on entend qu'une relation s'établit. Et cette relation autour de sentiments, d'affects, comme nous disons, des pulsions de désir et des suppositions de désir de l'autre à l'égard du patient, qui lui font, par réminiscence, association libre d'idées, se référer à d'autres expériences de sa propre vie, avec d'autres personnes. C'est ça le travail et la compréhension du transfert. Bon. Comment veux-tu, quand on écoute tout ça, il faut bien, pour classer,
comprendre ce qui se passe. Ah oui, il me met à la place de son père. Ah oui, il me plaît. Mais pour moi, ce que j'ai approfondi, il me met à la place de son père. D'ailleurs, les femmes sont très souvent, l'analyse, c'est pas du tout parce qu'on est femme qu'on est mis à la place de la mère, pas du tout. Il me met à la place de son père. De quelle époque, quand il se croyait qui? C'est ce que j'ai appelé un jour. Qui parle à qui? Par quoi? Et à quel moment? Et à quel moment aussi? Enfin, dans l'analyse, dans la période d'analyse. Par quoi? Par quelle partie de son corps est-il en train de parler sans le savoir? Ou quelle est la partie de son corps qui met complètement en éclipse pendant qu'il est en train de parler de toute autre chose, comme à une autre époque de sa vie, ou comme s'il ne supposait pas que l'analyste avait aussi un corps complet. C'est ça tout le temps que j'ai beaucoup finalement travaillé avec l'idée que se fait de son corps un patient à travers les mots qu'il dit. Et ça, c'était peut-être nouveau au début, quand j'ai travaillé. Et ça vient des enfants. Figure-toi que c'est à cause du transfert négatif que j'ai compris le rôle du paiement symbolique par l'enfant. Les enfants qu'on nous amène parce qu'ils sont supposés souffrants et avoir à profiter d'une psychanalyse, quelquefois ne le savent même pas, ne sont pas conscients qu'ils ont quelque chose à exprimer. Mais ceux qui font des têtes comme ça, qui ont des réactions paranoïaques, des réactions de haine et d'hostilité, grâce auxquelles ils survivent, ces enfants, mais qu'ils gênent la société et qui gênent leur développement futur, en effet, et qui inquiètent la société, inquiètent leurs parents, on les amène. Eh bien, c'est pas avec ceux-là que j'ai compris qu'il fallait dire, mais tu es bien libre de ne pas venir me parler. Si tes parents te conduisent à moi, c'est parce que vous conduisent à moi, suivant l'âge, car je vousoie un enfant, même jeune, s'il me dit vous. Et je tutoie un enfant qui me tutoie, quel que soit son âge. Si vos parents vous ont amené, ou vos éducateurs vous ont amené, c'est parce qu'ils sont inquiets de l'avenir pour vous si tu continues à être comme ça et que tes camarades ne veulent plus de toi, l'école ne veut plus de toi, tu n'auras plus de camarades avec qui vivre et ta famille elle-même n'en peut plus, par exemple. Mais jamais je ne te recevrai si toi tu ne demandes pas à me recevoir. La preuve en est que je ne te verrai pas si tu ne m'apportes pas un signe que tu veux me parler. Alors c'est là ce qui est très important, parce qu'on voit l'enfant apporter son paiement symbolique, qui est un caillou ou un petit carré de papier, un faux timbre. J'ai pris un système qui est symbolique. Un timbre, c'est pour payer un message qu'on envoie. Les choses que tu me dirais dans une séance, ce qui se passerait, c'est comme un message que tu donnerais de toi et tu payes un timbre pour ça. Si tu ne me l'apportes pas, je comprendrai que tu ne veux pas me parler et c'est toi qui as raison. Tu as raison pour toi, personne d'autre que toi, et moi, je n'ai pas raison pour toi. Eh bien, c'est fantastique de voir combien on a de séances purement négatives. Ils viennent et ils payent pour vous dire « puis je vous hais, puis je vous déteste, et puis tiens, te voilà, ou tu ou vous ». Et ils dessinent une chose, et puis tout ce qu'ils font, et je te perce, et tu saignes, et tout ça. Ils ne font que de la traduction de haine, alors qu'ils ont payé pour une séance où on n'a qu'à les écouter. Alors que c'est pas la haine-amour, c'est la haine, se débarrasser de leur souffrance sous cette forme. Ils ont payé pour ça. Et alors, ils vous regardent comme ça. Ils disent, mais vous faites une excellente séance. Vous avez payé pour cette séance. J'ai appris de mes maîtres, bien sûr. J'ai appris surtout de ceux qui parlaient d'eux en même temps qu'ils parlaient des autres. J'ai appris beaucoup de mes patients, surtout de ceux qui me tourmentaient parce que je ne comprenais rien. Et c'est ceux qui me faisaient le plus travailler sur moi-même. Donc j'ai appris par mes patients sur moi-même. Et les patients les personnes au monde qui m'ont le plus appris sont les bébés et les enfants entre eux, et les bébés dans leur relation à leurs parents. Restent les collègues. Et mes collègues, c'est les bébés. Je crois que j'ai quelque chose de bébé qui n'est pas encore achevé, et que c'est les bébés qui m'éduquent. Tes maîtres, c'est qui? Qui reconnais-tu comme maître? D'abord Freud, bien sûr. Ouais. Et puis, j'admire le style aussi. Parce que la clarté, c'est difficile d'être clair quand on est psychanalyste. Et Freud est clair, même pour des gens qui ne connaissent pas encore la psychanalyse et qui ouvrent pour la première fois un livre de psychanalyse. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est encore clair pour des gens qui ont travaillé la psychanalyse et qui voient d'autres choses dans ce qu'il a dit
que ce qu'ils avaient compris avant d'avoir connu la technique par eux-mêmes. Alors c'est ça que je trouve presque magique dans l'écriture de Freud. Et puis alors après, c'était les gens que j'ai vus, mon psychanalyste, c'était Laforgue, et puis à l'époque héroïque du début de la psychanalyse, c'était l'Institut de psychanalyse, et je dois dire où je n'ai pas énormément appris, mais je me suis familiarisée avec le jargon en comprenant que sous les mêmes mots, chacun mettait son expérience personnelle qui était déjà différente de l'autre. Et j'ai vu combien c'était difficile de parler objectivement de la psychanalyse. D'ailleurs, ça se verra sûrement dans notre entretien. Pour beaucoup de gens, quand on est psychanalyste, on parle d'une manière qui n'est pas compréhensible pour les autres. Pour les autres, quels autres? Alors, ça peut être compréhensible pour les collègues qui savent derrière tel mot ce que telle personne y met par le fait de ce qu'on sait, les études qu'elle poursuit, particulières, puisque chacun de nous, soit du fait de sa clientèle, soit du fait de ses affinités, poursuit une recherche particulière. Alors mes maîtres encore, ce sont les collègues au même niveau que moi qui se questionnent quand on se questionne à propos d'un cas qui nous questionne et où, en effet, tu devrais lire ci, tu devrais lire celui-là. Parmi les anciens, le Ferenczi est celui qui m'a le plus appris avec Freud, oui. Et puis parmi ceux de maintenant, enfin du temps où moi j'étais en activité, c'est Winnicott, beaucoup plus que tous les autres. Mais j'oublie de dire le maître principal, celle qui m'a mis le pied à l'étrier, si je peux dire, c'est Madame Morgenstern. Madame Morgenstern était une analysée de Freud, qui était à Paris et qui s'occupait, c'est la première psychanalyste qui s'est occupée d'enfants en France. Elle était chez le professeur Heuer. Moi, j'y étais externe à ce moment-là. Et grâce à elle, j'ai été à même, parce qu'elle m'avait chargé, elle avait beaucoup de travail, elle m'avait chargé d'écouter les enfants. Pas d'autre chose que de les écouter régulièrement, quelques enfants qui étaient envoyés pour des symptômes très graves, parce qu'on envoyait, à ce moment-là, il fallait vraiment qu'un enfant soit gravement atteint pour qu'il soit envoyé chez Heuer, qui était la seule clinique pour les enfants en France, qui s'occupait des troubles relationnels et pas des troubles neurologiques, qui éliminait ce qu'il y avait de neurologique pour comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de psychologique qui relevait d'une psychothérapie, c'est-à-dire de la relation à quelqu'un. Et Mme Morgenstern m'avait donc chargé d'écouter des enfants, et c'est... Pour un médecin, j'étais psychanalysée, bien sûr, mais je ne voulais pas du tout devenir psychanalyste à l'époque. Je voulais devenir médecin d'enfants, pédiatre. Et pour un médecin qui a toujours comme idée qui a à faire quelque chose devant quelqu'un qui souffre, c'est tout à fait nouveau de n'avoir qu'à écouter, et seulement écouter, et de se faire admettre par l'enfant comme quelqu'un qui l'écoute, et de s'apercevoir que cet enfant vous attend d'une séance à l'autre, alors qu'on ne lui répond jamais rien. Et au début, c'est comme ça, surtout quand on apprend son métier, et que, je dois dire, on ne l'observe pas à la façon dont les médecins observent, c'est-à-dire on ne scrute rien du tout. On écoute avec... si on était à bicyclette, et pourquoi pas, je ne sais pas les associations qu'il y a avec la pédale, mais si on était à bicyclette, je dirais il faut être en roue libre. Eh bien, c'est ça. On arrive, on a bien tourné son vélo, on arrive avec l'interlocuteur et on l'écoute. On est en roue libre constamment pendant qu'on marche avec lui un chemin qui dure 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. Lacan, je l'ai connu donc à partir du moment où on visait les séminaires, et je dois dire que je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait. Mais quand je comprenais, je trouvais ça génial, parce que ça recouvrait en quelques mots une expérience de multiples cas. Et ça, c'est ça la symbolisation. Ouais. Bon. Donc, c'est dit, ce gars-là, il parle de choses. Donc, le reste que je ne comprends pas, ça doit être de la mémo.
ma vieille travaille pour essayer de le comprendre. Mais je dois dire que j'ai eu beau travailler dans ces séminaires, quand je les écoutais, parce que je les ai suivis longtemps, il y avait des perles que je comprenais, puis le reste, c'était plutôt un climat peut-être en la mineur. Un climat musical en la mineur, dans lequel on était porté avec toutes les expériences de son travail qu'on avait, et de temps en temps, une association vous venait qui était certainement autour de ce qu'il disait, et en même temps, on était articulé à un événement culturel qu'il citait, soit pictural, soit littéraire, soit philosophique, et ça me faisait faire un croisement entre ce patient auquel je pensais parce qu'il avait parlé de quelque chose et cet événement dans le temps et dans l'histoire de l'humanité auquel il faisait allusion, qui probablement enrichissait ma possibilité d'écoute, mais ça n'allait pas très loin dans ce qu'on appelle la compréhension. Ce que Lacan a apporté en apportant le rôle du signifiant avec l'orthographe ou sans l'orthographe, et les associations d'idées toutes différentes par l'orthographe ou la non-orthographe, pour moi, ça m'a énormément intéressé parce que je vivais avec cela d'une façon continuelle. Bon, mais beaucoup de théories, et puis c'est ma thème, j'ai absolument rien compris, jamais. Et moi, je lui disais, tu sais, je ne comprends rien à ce que tu dis. Et il me dit, mais ça ne m'étonne pas, et ça n'a aucune importance, puisque toi, tu fais ce que j'essaye de dire, tu le fais, et tu n'as pas besoin d'en avoir la théorie. Bon, peut-être, je sais pas. En tout cas, je sais j'avais tout à fait sa confiance, car il m'envoyait des gens très difficiles, avec lesquels il n'arrivait à rien, et combien d'enfants m'a-t-il envoyé, et dont il a vu. Et un jour, il m'a fait venir pour que je lui explique comment je voyais l'Édipe. Je lui dis, l'Édipe, je le vois exactement comme Freud. Mais ce que je trouve très important, c'est comment un enfant arrive à l'Édipe et qui fait qu'il ne peut pas résoudre l'Édipe. Donc, ce n'est pas l'Édipe qui m'intéresse. À mon avis, un enfant qui arrive à l'Édipe en ayant l'image du corps qu'il faut avoir et la certitude de son identité de schéma corporel, son Édipe, il s'en tirera certainement. Celui qui ne s'en tire pas, c'est que lui qui n'a pas eu la castration anale, la castration du faire ou du ne pas faire, si on est un être social, et le possible et l'impossible dans les trois dimensions, et qui n'a pas non plus la castration orale, qui est celle du sevrage, parce qu'il a été sevré peut-être, mais sa mère n'est pas sevrée de lui, il continue d'être pour sa mère le sein indispensable pour la satisfaire, ou pour le père. Donc la castration, je la vois comme quelque chose de très important dans la psychanalyse, à condition que soient symbolisées les pulsions dont la castration interdit qu'on s'en serve de la façon dont on s'en servait avant la castration. Et c'est cela qui, pour moi, était important. Donc, effectivement, le rapport entre sa théorie et ta pratique, me semble-t-il, quand on est dans la pratique analytique, ne fait pas vraiment problème. Je voudrais te poser une question, et puis après on finira avec Lacan. Sur sa pratique, sur sa clinique. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il t'envoyait des patients, donc il te faisait confiance. Mais toi, est-ce que tu lui en envoyais? Est-ce que tu avais confiance dans sa clinique? Moi aussi, je lui envoyais. Et je faisais confiance en sa clinique aussi, tout à fait. Parce que, pour la raison que j'ai été très vite un référent pour ceux qui voulaient faire de la psychanalyse d'enfants. Donc des jeunes analystes, déjà analystes d'adultes ou commençant à travailler, venaient me demander « Est-ce que vous pouvez m'aider pour les cas que l'on me confie, qui sont des cas d'enfants ?» Et parmi les analystes qui venaient chez moi, eh bien c'était que parmi les lacaniens, presque uniquement les lacaniens, qui étaient capables d'écouter un enfant. Ça ne voulait pas dire qu'ils les comprenaient. D'ailleurs, moi, je ne comprenais pas les enfants au début, et encore maintenant, il y en a que je ne comprendrai pas. Il y a beaucoup de cas qui se sont améliorés ou même guéris sans que j'ai vraiment compris, des bribes, mais pas compris ce qui s'était passé. C'est pas ça l'important, mais savoir écouter. Eh bien, les analysés de Lacan savaient écouter les enfants. C'est un peu perdu depuis qu'il y a eu beaucoup de théories lacaniennes. Je parle des analysés qui étaient sur le divan de Lacan. Oui. Hein. Et alors, ce qui était intéressant, c'est eux d'assister avec moi à une aide clinique au ras de terre
de ce qui s'était passé dans la séance et comment est-ce qu'ils avaient compris ça, on en parlait comme ça, et de voir que pour eux, ils pouvaient, eux, le faire coller avec la théorie qu'ils avaient compris, eux, la théorie. Mais avec cette théorie, ils ne pouvaient pas aborder même un enfant ni l'accueillir, mais avec les directives que je leur donnais, alors tout se collait, aussi bien leur intellect avec le fait qu'ils apprenaient leur métier d'accueillir un enfant et lui permettre d'être lui-même et de dire ce qu'il avait à dire à sa façon à lui, qui est parfois gestuel, parfois graphique, parfois modelage, parfois le silence, comme les autres, mais toujours signifiant, avec très observer ce qu'un enfant exprime quand il est au contact de quelqu'un. Je pense que Lacan ne comprenait rien et ne voulait rien comprendre au stade précoce qu'avait pourtant signifié Freud en parlant du stade anal, du stade oral. Il n'avait pas parlé du stade fœtal que j'ai olfactif et fœtal, qui est très important. Maintenant, on le voit chez des enfants en psychotique précoce, mais il ne pouvait pas admettre ça. Pour lui, il comprenait l'être humain à partir du langage verbal parlé par cet être humain. Mais beaucoup de jeunes qui ont fait des psychanalyses avec Lacan, vraiment ont une dérision de ce que l'enfant a apporté en les gardant 2 minutes, 5 minutes, aller et venir, ça n'a pas de sens. Ce qui peut avoir un sens, ces séances très courtes, par exemple dans la pratique de Lacan, qui pouvaient avoir un sens pour un médecin, un psychiatre, qui voulait faire une psychanalyse et qui sait que c'est son transfert qui fait le travail, il le sait, et que, bon, Lacan lui donnait des séances très courtes, mais il lui donnait 2 heures de séminaire dans lesquelles celui-là se sentait entendu, écouté, et même chacun croyait qu'il parlait à sa personne. Hein. Donc, c'est pas du tout la même chose que de prendre un individu qui souffre, quel que soit son âge, et puis la dérision de lui donner 3 minutes ou 5 minutes. Ça, c'est la dérision, tu vois. Ça, c'est mépriser quelqu'un et mépriser sa parole ou mépriser son silence, qui est si fort en langage. Parce que le langage, ce n'est pas parler. Beaucoup de gens croient que parler, c'est le seul langage. Il faut tout le temps remettre les choses en question. Le langage que nous écoutons n'est pas seulement la parole.